Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir une méthode que j'apprécie beaucoup et surtout l'objet, c'est quelque chose qui devrait être enseigné à l'école qui est comment apprendre à apprendre. Allez, c'est parti. Avant de commencer, si c'est pas encore fait, abonne-toi, like et surtout, je te solliciterai dans cette vidéo pour m'apporter ton témoignage et tes commentaires. Comment apprendre à apprendre? Ça, c'est l'éternelle question et surtout, il y a des éléments qui sont extrêmement bloquants dans le processus et auxquels on a tous eu un jour une expérience malheureuse qui est l'échec. Donc on verra aussi au travers de cette vidéo dans l'apprentissage en quoi l'échec joue un rôle vraiment crucial et important. Donc dans cette vidéo, l'idée ça va être de te présenter un outil. On va partir plutôt dans un mode podcast. Donc si tu veux, tu peux te laisser porter, écouter ça en voiture ou dans le train ou quand tu as un moment. Mais je laisserai l'outil que je vais présenter dans cette vidéo à la fin pendant 15-20 secondes qui va résumer entièrement ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors tu vas voir, c'est un outil très simple et que j'ai appris dans une formation de neurosciences en 2016 de souvenirs et qui m'a vraiment permis de débloquer pas mal de choses, aussi bien pour moi et mes clients. Et tu pourras voir vraiment que ça va te parler, il va y avoir des éléments très concrets qu'on a tous éprouvés de manière empirique, c'est-à-dire chacun avec nos expériences propres et on n'a pas spécialement mis des mots dessus. En tous les cas, moi j'aime apporter des outils qui sont modélisants, donc comme son nom l'indique, modélisant, c'est-à-dire qui va nous permettre de comprendre un modèle dans son entièreté, c'est-à-dire peut-être des bribes qui s'interfacent ensemble et qui font un tout cohérent. Voilà. Donc tu verras, cet outil est assez intéressant et va t'apporter de nombreuses clés de compréhension. Donc tout d'abord, la première étape, c'est celle qui est la plus malheureuse quand on ne la connaît pas, qui est la méconnaissance ou la cécité. La cécité, donc c'est je ne vois pas, je ne sais pas. Donc vraiment, c'est un angle mort pour soi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans mon environnement que je n'ai pas capté, que je n'ai pas détecté et sur lequel je n'ai pas encore totalement d'accès en fait, parce que c'est la première porte d'entrée, c'est déjà ce premier niveau qui est de voir les choses. Ensuite de quoi, après cette cécité, cette méconnaissance, on va passer à l'étape d'après qui est la prise de conscience. Donc à partir du moment où on a un peu cette révélation, cette illumination, ce choc, s'il peut venir plus ou moins de manière intense, et il va déjà nous choquer, c'est-à-dire on va avoir une prise de conscience, on va avoir quelque chose qui va s'ouvrir à nous et qui va, je dirais, rentrer dans notre intériorité, qui va venir nous toucher, nous contacter dans notre compréhension des choses. Donc ça, c'est le premier niveau qui est, on va dire, la prise de conscience des choses. Ça peut être dans une relation, dans un cadre professionnel, peu importe, il n'y a pas réellement on va dire de secteur à privilégier, parce que les prises de conscience, elles peuvent être dans n'importe quel, on va dire, environnement de notre vie, et ça peut des fois nous faire prendre conscience de choses voilà, personnelles, intimes, professionnelles, qui font partie vraiment de la connaissance de soi. Ensuite de quoi, après cette prise de conscience, ben on n'en fait pas forcément quelque chose. C'est-à-dire que cette prise de conscience, elle peut rester ce que je vais qualifier de latente, c'est-à-dire elle va rester en nous. À un moment, on a vécu quelque chose, bon ok, on l'a vécu dans notre chair, par contre, on n'en fait pas spécialement quelque chose. Et ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, voire même plusieurs années, c'est-à-dire que suite à une prise de conscience, qui est vraiment en nous, qui peut des fois au bout d'un moment d'être comment dire compulsive, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment bah, c'est plus fort que nous, on va être obligé d'agir dessus, et donc là c'est l'étape suivante, donc c'est la mise en action, la volonté de comment dire de passer à l'action. Voilà, c'est une bascule, c'est-à-dire la prise de conscience est chez nous, intérieurement, par contre on a envie d'en faire quelque chose. Donc symboliquement, la prise de conscience, on est immobile, on ne bouge pas, et là on a une bascule vers l'avant, on a envie d'en faire quelque chose, on a envie de faire un premier pas pour agir dessus. Alors on ne sait pas forcément comment, ni pourquoi, ni on n'a pas les différents rouages, les différents tenants et aboutissants, mais en tous les cas, c'est plus fort que nous, cette prise de conscience nous pousse à l'action et nous pousse à agir. Maintenant qu'on a cette volonté d'agir, eh ben on va essayer, on va tenter des choses. Donc vraiment, ce qualificatif, il est vraiment neutre parce que l'idée, c'est de passer à l'action et on ne sait pas vraiment si on va y arriver, on ne sait pas vraiment toujours quoi faire. En tous les cas, on va essayer des choses.
Donc cette notion de tentative et d'essai, elle nous donne déjà une forme de tolérance sur le résultat, parce qu'elle nous encourage plutôt à être orienté sur agir pour dépasser ou pour incarner ou pour évoluer, je pourrais dire, dans cette prise de conscience et dans cette volonté d'agir dessus. Donc vraiment, ce terme, il est important. Essayer, tenter des choses qui va nous permettre déjà après de pouvoir ajuster, on va dire, les résultats, ajuster les conséquences de nos actes, et donc qui nous donne une vraie, comment dire, une vraie volonté de, voilà, d'agir sur les choses et d'en faire son expérience. Ne plus être uniquement dans quelque chose qui est de l'ordre du concept ou du mental, mais vraiment de passer à l'action. Donc maintenant, dès qu'on passe à l'action, il y a que deux issues, soit la réussite, soit l'échec. En tous les cas, c'est souvent comme ça qu'on qualifie, je dirais, le retour, ou en tous les cas le regard qu'on peut avoir sur quelque chose qu'on essaye de faire. Soit on va dire que c'est réussi, soit on va dire que c'est échoué. Alors après, on peut mettre quelques mesures, mais on va rester sur quelque chose d'assez simple pour faciliter le modèle, donc qui est la réussite ou l'échec. Donc souvent, quand on réussit, ben, ça nous fait du bien, ça nous valorise, ça nous met en valeur, ça nous apporte une confiance en nous. Et donc, bien évidemment, on préfère souvent la réussite. Et l'autre issue, qu'on aime souvent moins, qui est l'échec. Donc quand on échoue, bah là ça nous renvoie à quelque chose bah voilà, qui peut ronger un petit peu notre confiance en nous, notre estime de nous. Et puis surtout, ben, on n'est pas forcément content. On peut se dévaloriser ou on peut rester bloqué dans ce résultat ou dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et souvent, je dirais qu'on a la chance du débutant, donc quand on réussit initialement quelque chose, ben, on pourrait qualifier le fait de pouvoir réussir pour toujours, sauf que là c'est déjà un piège, parce que c'est pas parce qu'on réussit une fois dans un contexte donné qu'on va forcément réussir dans un autre contexte. Et ça, bien évidemment, c'est valable dans l'autre sens, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a échoué dans un contexte donné qu'on va forcément toujours échouer. Donc en fait, les deux, en fonction de comment on les prend, la réussite ou l'échec, c'est vraiment des faux alliés ou des faux ennemis. Encore une fois, ça dépend de quel côté on se positionne. Et donc c'est pour ça qu'il faut être un peu, faut prendre un petit peu de recul, faut se détacher de ce résultat, parce qu'on verra aussi que en fait c'est la somme des deux, c'est la somme des réussites et des échecs qui va faire en fait qu'on passe à la dernière étape. Donc c'est vraiment cette combinaison-là. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important qui se joue, qui est de l'ordre du droit à l'erreur. Parce que forcément, si on réussit, ben, on est satisfait et puis on passe à autre chose. Ou en tous les cas, on peut valider pour nous qu'on a réussi une étape importante. Ou en tous les cas, on acte, on tamponne que bah, ça, on réussit, on sait le faire. Et par contre, souvent, l'échec, ça peut nous démobiliser. C'est-à-dire que dans l'échec, des fois, on peut se dire, bah, en fait, je vaux rien, ou alors, ah, bah, j'y arriverai pas, vu que j'ai loupé une fois, ça sert à rien que je retente, parce que j'y arriverai jamais. Et donc là, c'est aussi une erreur d'avoir ne plus envie d'essayer ou de tenter. Donc ça, c'est souvent ce qui arrive quand on échoue à plusieurs reprises, parce que quand on échoue une fois, bon, ça fait pas du bien, mais on peut passer à autre chose. Quand on échoue 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, bah des fois on préfère se dire, dans un sentiment de survie et puis de protection, on préfère se dire, bah je préfère plus du tout essayer parce que ça me fait trop mal, ça me ronge dans mon estime de moi, dans ma capacité à faire les choses. Et puis, ben, comme n'importe quel individu, on aime avoir de l'impact sur les choses, sur les gens, sur les situations. Et donc quand on échoue, bah, ça peut être démobilisant. Donc quand on cumule ces expériences d'échecs, ça peut vraiment nous ronger intérieurement et dans le calcul se dire un peu comme un mode de protection, un peu comme un fusible, de se dire bah, je ne préfère plus essayer plutôt que d'échouer parce que ça fait trop mal. Donc pour cette partie-là que vous verrez dans l'outil que je vais vous laisser plusieurs secondes sur la vidéo, que cette partie-là en fait il y a une réconciliation à avoir entre nos réussites et nos échecs, faire un petit pas de recul et puis avoir un regard plutôt neutre et rétablir vraiment ce droit à l'erreur, c'est-à-dire cette capacité d'échouer, parce qu'en fait, ce qui compte, ce n'est pas de réussir ou d'échouer, c'est vraiment la somme de nos expériences, de nos réussites et de nos échecs, qui va faire qu'on va rester dans une dynamique d'apprentissage, de progression, et vraiment, les échecs et les réussites sont vraiment à notre service, parce que souvent, on a un regard un peu étriqué ou un peu binaire, souvent on prend que le côté positif de la réussite, et que le côté négatif de l'échec. Alors qu'il y a aussi des côtés négatifs à la réussite et des côtés positifs à l'échec. Donc si on veut
Restaurer, vous savez, c'est comme le yin et le yang. Ben, les réussites ont un côté positif, un côté négatif, et les échecs ont un côté positif, un côté négatif. Je vous donne un exemple que j'ai déjà vu dans le sport de haut niveau. Bah, par exemple, une équipe de foot, elle va gagner 5-0. Bah, en fait, elle réussit, parce que le résultat, c'est qu'elle explose l'équipe d'en face. Par contre, peut-être qu'on peut rentrer dans une forme de suffisance et de ne plus faire l'effort d'apprendre. Donc ça, c'est le mauvais côté de la réussite, parce que on se dit, bon, bah, j'ai réussi, et ça, on le voit souvent, des équipes qui, en fait, font un bon début de championnat, et puis en fait, au bout d'un moment, sont un peu sur un piédestal en se disant, bon, bah, j'ai de l'avance, je suis bon, donc je valide pour moi que je réussis, et en fait, je me relâche. Et des équipes qui n'ont plus rien à perdre, entre guillemets, bah, souvent elles peuvent gagner, parce que justement, elles ont tout à gagner et plus grand-chose à perdre. Donc du coup, ça, c'est le côté vraiment négatif de la réussite. Et puis, bien évidemment, et celui que je prône dans mes coachings, c'est aussi le côté positif de l'échec, qu'on ne voit souvent pas, parce qu'on voit souvent le côté négatif, donc celui qui est, bah, on est en incapacité de faire les choses. Par contre, l'échec, c'est une super source d'apprentissage, parce qu'en fait, ça nous permet d'identifier ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on n'arrive pas à faire, et ça permet de canaliser notre énergie sur des choses qui vont nous rendre meilleurs et qui vont nous faire apprendre de nouvelles choses, comprendre de nouvelles choses et progresser. Donc les vertus de l'échec, c'est vraiment de se remettre en question, de prendre du recul, de faire autrement. Donc voilà, il y a tout un tas de bonnes choses. Donc quand on comprend cet équilibre, qu'on restaure l'équilibre en nous entre les réussites, les échecs, les côtés positifs et négatifs des deux, et ben en fait là comment dire, on soigne, on répare le droit à l'erreur. C'est-à-dire que en France d'ailleurs, on est très critique, on est très regardant et très, comment dire, voilà, dès l'éducation, hein, on met des notes, on est dans la performance, et puis il y a cette fameuse expérience, hein, où on va mettre quatre additions au tableau, il y en a une qui va être fausse, bah, en fait on va retenir celle qui est fausse. Donc c'est aussi des biais cognitifs et puis des systèmes de survie, en tous les cas des programmes un peu archaïques mais nécessaires du cerveau qu'il faut pouvoir se réapproprier, faire la paix un petit peu avec soi-même sur ces volets-là et s'octroyer vraiment ce droit à l'erreur. Parce que souvent, le droit à l'erreur, il est souvent transmis dans l'éducation, avec les parents, avec l'entourage, avec les professeurs, donc dans cette fameuse pédagogie. Et puis souvent, on est le premier à être notre juge le plus dur, en fait, hein. Donc c'est bien aussi de pouvoir s'apporter une bienveillance. Et vraiment, j'appuie vraiment sur ce volet-là, parce que quand j'accompagne des gens en coaching, que ce soit dans le sport de haut niveau ou dans du coaching, on va dire, de manière générale, peu importe la thématique, bah souvent ce qui peut bloquer, c'est le droit à l'erreur. C'est des gens qui sont bloqués sur une situation parce qu'ils ont validé pour eux que bah, ils n'étaient pas capables ou qu'ils ne pouvaient pas changer les choses, ou en tous les cas, ils ont préféré ne pas retenter l'action, retenter d'agir sur la situation, et des fois ils sont un petit peu dans une forme de démobilisation ou de ne plus y croire. Et donc ça, c'est aussi rafraîchir ce droit à l'erreur, parce que c'est vraiment important pour la suite, qui est donc notre dernière étape que je vous donne tout de suite. Donc cette dernière étape, maintenant qu'on a vu le droit à l'erreur avec nos réussites et nos échecs, et le fait de vraiment s'octroyer ce droit à l'erreur, de réparer ce droit à l'erreur, on va être vraiment dans l'intégration et le perfectionnement. Donc ça, c'est vraiment la dernière étape de l'apprentissage. Donc l'intégration, c'est-à-dire que voilà, avant on était plutôt dans les essais, dans les tentatives, et puis on avait des réussites et des échecs, en sachant que si je reprends par exemple les sportifs de haut niveau, ben en fait même à très haut niveau, on a encore des échecs, sauf que justement on comprend que c'est dans le processus, on a encore des loupés, hein, on peut voir encore tout un tas de cas de figure où on voit des sportifs de haut niveau qui des fois loupent des choses inloupable, j'ai envie de dire, mais c'est aussi la magie du sport et puis de tous les paramètres qui nous constituent. Et vraiment, cette dernière étape de l'intégration et du perfectionnement, c'est celle qui va faire que on a intégré les choses, donc elles sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides, et on les remet moins en question, contrairement au début d'un apprentissage. Et puis après, le perfectionnement, on va dire, c'est les différents niveaux d'intégration et de peut-être de performance, ou en tous les cas de qualité qu'on peut proposer sur nos actions. Et donc voilà, là on a vu l'ensemble du cycle d'apprentissage. Donc il y a un outil que j'ai appris en 2016 dans les neurosciences, et que j'utilise au quotidien dans mes coachings, et aussi pour moi, parce que des fois quand on bloque sur des situations, et ben, c'est bien aussi de donner un souffle et un regard en faisant un petit pas de côté sur cette compréhension-là. Et c'est pour ça que j'évoque
que c'est un outil qui devrait être partagé dès tout jeune parce qu'en fait ça rapporterait pardon, de la flexibilité, une forme de rafraîchissement et puis surtout une tolérance envers soi, de dire bah, qu'on n'est pas parfait, qu'on est en perpétuel apprentissage quelque part et bah, ça ôte un petit peu une forme de pression sociale ou une pression individuelle qu'on peut se mettre et qui souvent ben, peut faire des dégâts. Parce que quand on rentre dans le calcul de bah, je préfère plus rien faire plutôt que de me faire mal à échouer, ben, du coup on stoppe malgré nous notre évolution, notre progression et notre capacité à être meilleur. Donc ça c'est malheureusement dommage. Et puis on se coupe aussi de belles choses parce qu'on a eu des expériences qu'on va qualifier de négatives. Donc pendant que je vous partage l'outil, je vous redonne les différentes étapes. Donc la première étape qui est la cécité, la méconnaissance. Donc je ne sais pas, je ne vois pas, je n'ai pas de compréhension de la situation. La situation ne m'a pas encore apporté une lucidité, une clarté d'esprit vis-à-vis de tel ou tel sujet. Ensuite de quoi, ben, bien évidemment, j'ai une prise de conscience. Donc là, c'est la première étape, c'est celle qui me fait ouvrir les yeux sur une situation. Et dans un premier temps, elle reste plutôt intériorisée, c'est-à-dire que je n'agis pas, elle reste plutôt à l'état de mental, hein, de prise de conscience, mais sans forcément avoir fait quelque chose. Ensuite de quoi, bah, ça peut être très rapide ou alors ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois ou voire même années, qui est de dire bah en fait j'ai cette prise de conscience et maintenant je veux en faire quelque chose, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de vraiment d'agir dessus sur les choses. Et ensuite de quoi, ben on est dans l'action, donc on essaie, on tente, donc ensuite de quoi on va avoir son expérience, donc des réussites ou des échecs, quelque part, peu importe, vous l'aurez compris. Souvent, malheureusement, bah, les échecs nous ramènent à une envie de ne plus agir parce que trop douloureux, alors que souvent la réussite, ça peut être aussi un faux ennemi parce qu'on a réussi une fois, on peut imaginer qu'on a déjà intégré ou qu'on sait déjà faire les choses. Et en fait, c'est la compréhension de cet ensemble de réussites et d'échecs qui va nous permettre d'intégrer les choses, de mieux les comprendre, de les digérer, qu'elles fassent partie de nous maintenant, et aussi de rentrer dans un niveau plus performant, ou en tous les cas perfectionné d'une maîtrise, d'une connaissance, d'un savoir, d'une compétence, donc qui va être le perfectionnement. Donc voilà. Donc ça c'est le cycle d'apprentissage. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous aurez appris des choses, peut-être que d'autres, ça sera peut-être simplement mettre des mots sur des expériences. Quoi qu'il en soit, vraiment, souvent ce qui bloque, c'est la partie réussite-échec. C'est souvent là où les personnes voilà, se flagellent un petit peu ou restent dans une mauvaise vision, quelque chose d'assez négatif à leur niveau. Et donc je vous invite vraiment à rafraîchir ce droit à l'erreur et de rendre fluide ben, vos expériences, vos expérimentations et le fait d'agir. Parce que souvent on a plein de blocages à ce niveau-là, j'en reparlerai très certainement dans une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, offrez-vous le droit à l'erreur, c'est vraiment une des clés de l'apprentissage et de garder ce processus dynamique, vivant, fluide et ne pas rester bloqué dans quelque chose sous prétexte qu'on s'est fait mal ou qu'on préfère ne plus agir. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'aurez constaté, j'ai changé de caméra, donc le niveau de qualité est un peu supérieur. Je vous remercie vraiment toutes et tous pour le dernier live avec David. Vous avez été vraiment extra, vous avez donné plein de commentaires, plein de vie à ce live et vous avez vraiment été super généreux dans vos retours. Au niveau de ma chaîne, bah, ça a donné vraiment un gros boost. J'ai quasiment doublé mes abonnés au niveau nombre d'heures, etc. Ça a vraiment été déterminant, donc je vous remercie encore. Et puis, en analysant un petit peu les stats, j'ai vu qu'il y avait 95% quand même des gens qui regardaient mes vidéos qui n'étaient pas abonnés. Donc n'hésitez pas à faire un effort, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos. Et puis moi, c'est quelque chose qui est un acte fort, hein, qui vous demande pas grand-chose, mais qui compte beaucoup pour moi, parce que ça me permet aussi voilà, de continuer de vouloir vous proposer des vidéos de qualité avec des outils que j'utilise et qui sont puissants, et comme je le dis souvent, qui mériteraient d'être appris à l'école. En tous les cas, restez l'architecte de vous-même, et je vous dis à très vite.